Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir pour me porter numéro analyse ça pour vous. Et semaine ça, nous allons faire réfléchir sur un personnage de calibre mondial, Cheikh Anta Diop, qui sont anthropologues, ou historiens, monde qui travaille dans les sciences physiques, qui travaille dans la chimie, et qui marque l'histoire mondiale qui était fait face à l'Occident. Même j'avais un ténor firmé, bien avant, qui lui-même t'a cassé bouche au monsieur et qui lui-même t'a appelé mettez une série de théories racistes dehors, il y aurait Arthur de Gobineau, mais les ténor firmé écrit de l'égalité des races humaines, c'était pour te répondre avec pseudo-scientifique ça pour la France, Arthur de Gobineau qui a montré que il y a une race qui supérieure à l'autre, en ténor firmé, tu mettez théorie dehors, là juste en France, à le caler et Gobineau sous question race, origine de l'humanité et qui côté race noire là ou bien la race humaine sortie. C'est toute question ça que au monde t'a couché Cheikh Anta Diop comme grand scientifique te dit n'a montré que c'est en Afrique le berceau de l'humanité et il dit que berceau ça a gagné en pile roulette, il y a des gens qui te dit c'est en Asie, il y a d'autres qui disent c'est en Europe, et bien il montrer que c'est en Afrique que tout un ensemble de recherches faites pour capable valider que c'est nèg qui n'est cadeau papa monde là à travers une série de théories qui montraient l'Égypte, qui montraient l'Afrique noire en général et qui montraient que la science même c'est mon noyau qui vient avec ça pour montrer l'origine nous parce que sous pas qu'on côté sorti ou pas qu'on côté pour aller et qui côté arriver eh bien Cheikh Anta Diop un grand nègre, un gros nègre, t'es marché fait en quantité conférences à travers le monde. On a rappelé que c'est un Sénégalais, il fait en 1923, il mourit en 1986, c'est donc crise cardiaque. Et un an avant, 4 avril de chaque année, Américains ont fêté, commémoré le jour de Cheikh Anta Diop, tellement M. Saha a marqué l'université de l'Afrique noire et surtout l'université mondiale dans la mesure où il était défi à une série de scientifiques comme égyptologues, anthropologues, ethnologues, pour te montrer que ces théories palio qui étaient valables. Cheikh Anta Diop lui-même il dit que le monde est sorti en Afrique. C'est peut-être ça, semaine là, nous allons faire parler de personnages, puisque nous, dans le mois d'avril, au début du mois d'avril là, nous vraiment commémorer les théories, le travail, la formation de Cheikh Anta Diop. Bonjour, bonsoir, professeur Emmanuel Stéphane Laurent. C'est avec plaisir de recevoir dans l'émission Analyse. Bonjour, bonsoir, Omar Jean-Baptiste. C'est un gros plaisir pour moi, pour m'avoir tout. Je suis très honoré que recevoir dans le cadre de l'émission Analyse. Je suis bien passé avec ton journaliste aussi brillant que vous. Ordinairement, on fait des activités déjà, mais c'est dans le cadre Café Philo. Là, nous directement dans l'émission pour la Analyse pour nous parler de Cheikh Anta Diop, afrocentricité et Haïti. Très Merci bien. encore. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Et vraiment, Cheikh Anta Diop, c'est un grand nègre. Mais avant, il y a Emmanuel Stéphane Laurent qui laisse lier. Bon, et Romaré Jean-Baptiste, moi, c'est haïtien, je fais Haïti. Moi, c'est Marie-Lodie Laurent, je fais toute étude au collège Jean Anglade. Après des études de droit, je prends tout parcours universitaire. Je fais anthroposociologie, faculté d'ethnologie, et je fais un master en anthropologie. Et je m'ai enseigné dans l'université, particulièrement faculté d'ethnologie. Et puis, je professeur Inagé, il y a une université privée parmi lesquelles AMDC, Académie nationale diplomatique et consulaire. Je fais là et je suis directeur exécutif pour le présent moment de Fondation
docteur Daniel Mathurin, côté, nous avons une logique pour démarrer la fondation, m'a fait bénévolat. Justement, docteur Daniel Mathurin, à toute madame ni, que me salue là dans le cadre de l'émission, vraiment d'apprendre un hommage à docteur Mathurin. Docteur Daniel Mathurin, qui était un médecin, physicien, et qui était très versé dans la question culture, dans la question patrimoine culturel haïtien, et qui marquait que je connais depuis 1999. L'aime ta fin fait 9e année fondamentale, je vais faire 3e. Donc tout ça, moi, j'ai que moi entreprendre en termes d'études, vocation d'anthropologue, et soutien dans le docteur. Toute recherche. Toute recherche. Je soutien dans le docteur Daniel Mathurin. Même sujet, mais moi, maîtrise, pratiquement soutien dans l'idée du docteur Daniel Mathurin. Et là, c'est collaborateur, c'est bras droit, Ginette Pérodin Mathurin, dans le cadre de fondation docteur Daniel Mathurin. Très bien, nous félicitons, mon cher, merci, pour tout le travail qu'on fait dans le secteur. Merci. D'abord, dis-moi, vous utilisez un gros mot là qui est l'anthropologie. C'est quoi l'anthropologie? Anthropologie, c'est un domaine qui n'est jamais trop simple pour dire, monde qui pas initié, ça lié. Il y a deux mots grecs, anthropos qui veut dire homme et logos qui veut dire étude, science. Même j'ai analyse mon émission dans analysis qui veut dire décomposition de analoène, décomposé. Donc c'est l'étude scientifique de l'homme, mais dit de cette manière, c'est vraiment pas on donne vague. C'est oui, c'est étymologie, étymologie, il n'est pas suffisant. Je pense que si je dis de manière très simple, sans pas rentrer dans des définitions trop compliquées pour ne pas perdre du public là, anthropologie, c'est science qui étudie variabilité biologique et culturelle en l'espèce humaine. Comment l'homme évolue sur le plan à la fois biologique. Oui, bien sûr, depuis l'an côté sorti, on pourra l'obliger de faire études biologiques parce que nous-mêmes, nous commençons à étudier l'espèce humaine depuis l'apparition à l'ère quaternaire anthropozoïque il y a 3 millions d'années. Parce que les premiers ancêtres biologiques que nous avons, ça veut dire les préhumains, il y a un nombre de 4. C'est l'Anthropochatgensis Toumaï, qui peut connu sous le nom de Toumaï, qui a 7 millions d'années. Ou un tout qui a 6 millions d'années. Ardipithecus cambidus et Ardipithecus cadaba, 4,2 millions d'années. Donc, les ancêtres biologiques, nos cousins biologiques, nous tous sortis en Afrique. Donc, nous commençons à étudier l'espèce depuis l'hominidéo, donc l'ancêtre biologique, nous, nos cousins biologiques, nous, qui pour anatomiquement formés, tant que nous, pour arriver jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, l'anthropologie, depuis que Lévi-Strauss se veut la science la plus englobe la science la plus intégrale, totale, holistique de l'espèce humaine. Alors, naturellement, nous connaissons les gens qui suivent là, ils partagent entre deux grandes théories, c'est l'évolution et la création. Qui côté, professeur Laurent situe l'homme? Non, ça, c'est très simple. Parce que, en fait, théorie de l'évolution, théorie de la création, ou encore plus simplement créationnisme, j'aime moins faire intervention ailleurs. Dans le cadre de on débat en face à face, on débat contradictoire que nous avons gagné avec Pierre Desméran, docteur et la Rosilière, moi avec Philippe Volmar qui toujours c'est un café philo. Créationnisme, c'est un déguisement lié de la science. C'est religion qui déguise, qui maquille en science. Donc son fausse théorie, c'est idéologie. Nous même personnellement comme anthropologue, c'est quand ça de tout scientifique, il suffit que nous regardions sur YouTube, toute vidéo Guillaume le compte, eh bien, c'est nous obligés de trancher, nous-mêmes scientifiques, nous obligés de trancher. Et nous trancher avec le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam qui c'est une loi épistémologique et un principe scientifique de parcimonie. NCA, multiple candidat praïster nécessite un thème. Ça veut dire toute théorie sur carbone 14, c'est dans l'anthropologie sorti. C'est pas qui montre que côté carbone 14 sorti. Pas en théorie, carbone 14 c'est une technique de datation. OK. C'est-à-dire c'est une plusieurs techniques de datation, gain rubidium 87, gain rubidium strontium. OK, il y a plusieurs techniques de datation. Carbone 14 ans, il permet tout, en tant que technique de datation, ça ne va pas entrer dans le détail de datation absolue ni de datation relative, déterminer l'âge, être, objet et chose entre 9 à 35 000 ans.
Mais oui, Bidium 87 là permet de déterminer l'objet jusqu'à 27 milliards d'années. Donc nous-mêmes, les 27 milliards d'années. Oui, oui. Les nous dit un bagage, c'est pas vrai, nous voulons le monter, nous entrer dans le laboratoire, nous démontrer. Et pour retourner pour un témoin qui est sensible, retourner à rasoir de Camnan dans le cadre théorie de l'évolution, pour me respecter Pascal Pi, il faut mettre au pluriel. C'est beaucoup de théorie de l'évolution, nous devons. Pour qui ça? Parce que c'est plus simple, on parle dans la métaphysique, c'est plus évident, fossile là. Nous pas gagner pour imaginer et puis pour tout preuve avec nous. Donc c'est plus évident, c'est plus rationnel. Non mais c'est clair, c'est clair. Quand il y a ça, on veut croire et on pas besoin de la science pour le croire. La science pas là pour supporter la religion, n'est pas là pour confirmer croyance monde. Saint Augustin en lui-même parce que tout veut la essayer et concilier foi raison et que ça monsieur dit finalement credo quia absurdum. Je le crois parce que c'est absurde. Donc, nous parlons d'idéologie, nous parlons de langue, nous essayons de monument. Nous disons, nous très positivistes, la description que nous avons fait de phénomènes naturels. Donc, c'est la théorie de l'évolution qui a expliqué nous comment la vie en lui-même sur la Terre fait paraître et comment les évoluer jusqu'à arriver jusqu'à nous-mêmes comme être complexe. Avant de rentrer dans Shekanta Job, très rapidement, qui est la théorie d'évolution dit nous pour nous gagner? Eh bien, théorie de l'évolution, faut dire parce que le lamarckisme, le lamarckisme, le darwinisme, le néo-darwinisme, le mutationnisme, le néo-mutationnisme, bien que, en fait, théorie, pas dit dominance essentielle moderne, c'est le néo-darwinisme, la synthèse néo-darwinienne, la sélection naturelle. Synthétique de l'évolution. Sélection naturelle, c'est le principe de base néo-darwinisme. Très bien. Dernier variant, c'est la théorie de l'équilibre ponctué de Stephen Jay Gould et de Neil Edridge, qui montrait que l'évolution n'est pas faite de manière linéaire, mais sinusoïdale. Donc, c'est clair, c'est théorie ça. Là, le fait en S. Oui, c'est en ligne brisée. En ligne brisée, mathématiquement, c'est en ligne brisée. Donc, c'est lui qui permet de nous expliquer le monde du vivant. Qui j'ai monde fait? Ah ben, d'après évolution. Non, nous-mêmes, en fait, la vie, il y a trois théories sur l'apparition de la vie. La théorie de la génération spontanée qui est élaborée par Aristote, mais qui est démontée par l'expérience de Louis Pasteur. Mais il y a deux théories concurrentes sur comment la vie. Parce que nous ne pouvons pas résumer seulement à l'espèce humaine, la vie de manière générale. Première théorie, c'est la théorie de la panspermie cosmique. La vie sortit ailleurs et puis vient sous terre, c'est météorite, astéroïde et comète qui potel. Et puis deuxième théorie, c'est la théorie physico-chimique, l'expérience de Stanley Miller, par exemple. Donc, qui expliquait que la vie a fait apparition à partir d'un sous-primitif. Donc, depuis la vie fait apparition, d'après théorie, ça y est, l'anglo, là, nous avons Thalès pratiquement raison, Thalès 2001, un philosophe son poussière qui tombe dans l'eau? Et ce n'est pas un poussière qui tombe dans l'eau. Si on prend la théorie panspermie cosmique, la vie saute ailleurs et puis il tombe dans l'eau jusqu'à ce qu'il complexifie. Il mute, il change, il transforme. Exactement. Mais si on prend la théorie physico-chimique, le temps primordial, la Terre a formé une sous-primitive qui permet que par des mécanismes physico-chimiques, que la vie en peut être de par lui-même. La vie en peut être de par lui-même, mais tous les deux théoriciens sont d'accord que la vie quelque part, tu as fait apparition dans l'eau, qui est 3,5 ou 3,6 milliards d'années de ça, puisque la Terre, c'est 4,5, 4,6 milliards d'années que gagne d'existence. Suivant des règnes, on a un règne primaire, une période primaire. Oui, mais ça, c'est des données paléo-ontologiques qui étaient trop compliquées, qui demandent trop de développement. Donc, le monde vient paraître dans la quatrième période. Oui, et l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire, et puis dernièrement, c'est pour me faire vite, et puis me mettre dans sorte de géologie traditionnelle, c'est l'ère quaternaire ou anthropozoïque. Ça fait l'anthropozoïque. C'est là que le monde commence à faire. Oui, c'est là que c'est 5 millions d'années. Espèce, c'est 3 millions d'années environ. 3 millions d'années. 3 millions d'années. Et nous pratiquement dernier qui paraît, il y a une espèce qui pense passer nous. L'on prend dinosaures, c'est 65 millions d'années.
l'on prend ravé, tu regarder dans toute toilette, c'est pratiquement 58 millions d'années. D'ailleurs, même, ils survivent par mourir. Après, dinosaures disparaissent. Donc, voilà. Très bien. Et où c'est anthropologue, même j'ai avec Cheikh Anta Diop, ou étudier Cheikh Anta Diop, mais avant d'étudier Cheikh Anta Diop, tu es étudiant en firmé, puisque il est placé comme monde qui potait en théorie face au monde occidental sur l'origine de l'humanité, les origines de l'humanité, et qui campait face à Gobineau qui lui-même te dit c'est race blanche, monde qui gagne un pointi, j'ai vert, c'est monde qui est supérieur de monde noué jeudi. Et on campé chez Anta Diop d'abord. Bon, Cheikh Anta Diop, je te dis là, on a commencé l'émission, monsieur fait 29 décembre 1923, monsieur fait un petit village Sénégal qui est tout. Et monsieur mourit 7 février 1956, les nous-mêmes nous avons oui, mouvement populaire. Mouvement populaire, nous avons déchoqué. Jean-Claude Duvalier. Oui, allez, en France. Puis il a déchoqué, monsieur mourit 7 février 1956. La crise cardiaque. Oui, mon babé Gebelolo dit ça très clairement, le texte que monsieur écrit, hommage à Cheikh Anta Diop, hommage au... Non, les tâches laissées par Cheikh Anta Diop, hommage au père de l'égyptologie, africanologie africaine que monsieur publié dans la revue qui est les nouvelles nationalités africaines. Donc, profession Cheikh Anta Diop, monsieur c'est physicien et lycée historien, anthropologue, notamment égyptologue. Qui situation familiale, monsieur fait une famille aristocratique Wolof. Wolof c'est une équipe importante qui gagne Sénégal. Monsieur recevoir en éducation religieuse mouride. Mouridisme, son forme de mouridisme, pas son bien, son forme de islam, de religion musulmane qui est développée, qui est strictement limitée à Sénégal. Et monsieur c'est papa, 4 Simon, donc Cheikh Mbacké Diop, qui est chercheur au CNRS et qui écrit une importante biographie qui gagne sous Cheikh Anta Diop. Formation Cheikh Anta Diop, monsieur gagne un doctorat en sciences sociales que monsieur fait à l'Université Paris. Il a un doctorat en lettres que fait Sorbonne. Monsieur était étudiant en brillant scientifique, en gros épistémologue à son bachelor. Monsieur est un spécialiste de physique nucléaire. Il était dans le laboratoire de chimie nucléaire du Collège de France. Monsieur travaille avec Frédéric Joliot-Curie, qui sont prix de Nobel de physique. Et monsieur, c'est professeur à l'Université de Dakar, qui est à la mort de Cheikh Anta Diop, qui vient transformer en UCAD, Université Cheikh Anta Diop. Donc, monsieur a publié un livre extraordinaire qui est révolutionnaire, qui marqué à tout jamais le monde. Et Aimé Césaire, dans Discours sur le colonialisme, c'est un livre que un intellectuel noir n'a jamais écrit. Un livre un intellectuel noir audacieux n'a jamais écrit dans la ville. C'est Nation d'agriculture qui est publié en 1954. Et je nous dis là... Vous avez ça là? Oui, mais Nation d'agriculture. Alors, si je prends ce livre-là complet... Et fixé... Oui, c'est Nation d'agriculture. Nation d'agriculture, c'est en fait meilleur livre maître, de Cheikh Anta Diop. Mais le livre-là a un sous-titre qui est encore plus intéressant que ce titre-là. C'est de l'antiquité nègre égyptienne au problème culturel de l'Afrique noire d'aujourd'hui. Et monsieur, il y a plusieurs thèses que les soutenues à travers le livre-là. Mais une thèse fondamentale, c'est que monsieur montrait l'origine négro-africaine de la civilisation égyptienne. C'est-à-dire civilisation égyptienne, civilisation qui permet nous d'admirer ce qui est en Égypte actuellement. Qui était pour nous pyramides, parmi lesquelles les 3 plus importantes pyramides, Mykérinops, Kéops. Civilisation ça qui était maîtrisée, technique de momification que nous pas maîtriser. Civilisation ça, oui, qui sont technique très avancée. Très avancée de conservation de un corps, de cadavres. Quoi. Civilisation ça qui était pour nous sarcophage. Civilisation ça qui c'est une civilisation qui archéologiquement et peut-être civilisation qui archéologiquement plus riche dans le monde là. Eh bien monde qui crée civilisation ça yo c'est des monde qui étaient aussi noirs que moins avant. Et Jean Tabdil là, c'est que savants racistes, les savants de mauvaise foi pour me prendre Cheikh Anta Diop essayer de développer des thèses pour faire que origine civilisation ça trouvé en Europe ou en Asie. Mais c'est pas frustration et finalement les yo pas arrivé pour prouver. Alors permettez-moi lire
un petit paragraphe tout court dans l'émission. L'explication, ça c'est d'ici Cheikh Anta Diop, de l'origine d'une civilisation africaine n'est logique et acceptable, n'est sérieuse, objective et scientifique que si l'on aboutit par un billet quelconque à ce blanc mythique, dans ce souci point de justifier l'arrivée et l'installation de ces régions, les régions africaines. On comprend aisément, et ça c'est extrêmement intéressant pour nous noter, on comprend aisément comment les savants devaient être conduits au bout de leur raisonnement de la déduction logique et dialectique à la notion de blanc à peau noire. C'est ça. C'est ça. Donc c'est finalement, c'est gens qui crée civilisation égyptienne, non, civilisation africaine, ça c'est des blancs yoyé, mais c'est des blancs qui ont peau noire. Donc ouais contradiction, ouais paradoxe, des blancs à peau noire. Donc c'est monsieur Cassetel ça, il fait la partie d'un travail encyclopédique phénoménal. Mais monsieur pas premier monde qui fait, Jean-Notat Abdel, premier monde qui fait, bien avant Diop, parce que Diop c'est quand même 1954, nous dans la deuxième moitié 20e siècle, monde qui fait travail ça en premier, et Diop c'est homologue, c'est Anténor Firmin dans De l'égalité des races humaines. Et monsieur publié le livre ça en 1885. M'a fait remarquer que 1845 sont marquants dans l'histoire du monde parce que c'est l'année ça que gagne la conférence de Berlin. Côté grande puissance métropolitaine après au fin dépayser africains à réduire en colonisation esclavage dans en Amérique là, ils ont partagé l'Afrique tant qu'on vulgaire gâteau. Et les zones d'influence. Les zones d'influence, exactement. Et Anténor Firmin a publié De l'égalité des races humaines avec soutien anthropologie positive en 1985 pour le réduire 1885, merci, pour le réduire à néant argument Gobineau. Et Gobineau, c'est pas n'importe qui, monsieur Maury 2 ans avant publication du livre, c'est par contre si on compte ça, mais c'est le premier grand théoricien du racisme moderne. Il y a un pile livre et si voilà dans après il parle de Gobineau, mais de toute bagaille de Gobineau, sauf c'est que c'était un petit haïtien, peau noire, même j'avais avec cheveux gris. Alors un haïtien, surtout, un haïtien surtout qui réduit monsieur à néant. Il prend pile plaisir l'école, les deux savants font que pour raconter nous ça. Ils parlent nous par exemple comme si tout est comme si débat dialogique qui gagne entre Rabelais et Montaigne. Ils racontent nous histoire Montesquieu à Voltaire dans la littérature française. Vous dire mon père. Oui, Ouassam Abdoulan. Mais ils racontent ça, mais ils pas jamais Bergson tout l'autre ils pas jamais accent que savant ça que les Gobineau c'est un savant haïtien, en l'occurrence, Anténor Firmin, qui rentre monsieur dans un faucon. Très bien. Donc, c'est toute théorie ça qui ne fait que, par exemple, Gobineau, disons, que non, ça saute dans la bouche. Et Cheikh Anta Diop, lui-même. Ou c'était non ou pas. Oui, il m'a détourné. On va détourner, cracher 3 fois des. C'est ça. Et Cheikh Anta Diop lui-même, lui, pour faire un paquet recherche théorique, scientifique, anthropologique, pour nous montrer que, par exemple, c'est le fait que le monde va commencer, il va avoir une humanité dans une zone qui fait fret en pile, il faut que tu aies un drap, une mélanine, une quantité de mélanine qui peut te protéger contre gros fait ça pour les gens qui prennent premier fait sur la terre. Et c'est ça que fait. Mélanine, ça, quantité de mélanine, ça, pour le fait que le premier habitant, c'est mon noir. Fixez ça pour moi. Forcément. L'espèce humaine fait apparition en Afrique. Il y a 3 millions d'années de ça. Il fait apparition dans un climat qui était fait extrêmement chaud. Ouais, ce dire là, il est connu en sciences naturelles, notamment en biologie, sous le nom de la loi de Gloger. Et que dit la loi de Gloger? La loi de Gloger, là, disons bagage très simple. Plus la peau est exposée aux rayons du soleil, plus
elle sécrète de la mélanine, plus elle devient noire. Donc, premier être humain, c'est forcément noir. Et Cheikh Anta Diop dit dans l'émission qu'il fait aux États-Unis en 1944, c'est une bonne mémoire. C'est même on y va le suivre ça. Mais il a regardé sur YouTube, il dit un bagage qui est important. Si l'espèce humaine n'a pas jamais quitté l'Afrique, l'humanité tape une et tout être humain tape noir. Premier hominidé. L'aime dire hominidé, on va compliqué bagayo pour moun qui pas des données de paléanthropologie qui sont comme fait en 3e année faculté d'ethnologie. L'aime dire hominidé, c'est-à-dire un être humain qui a apparence moun. Qui a apparence moun mais qui anatomiquement pour former tant qu'on nous. Premier hominidé qui quitte l'Afrique pour aller ailleurs, dans ça il y a la dispersion out Africa. Il y a 2 millions d'années de ça, il y a Homo ergaster. Homo ergaster, les noirs. Et ça n'a pas dit, c'est pas débat nouveau et monté, non, une référence. Ou bien Henri Delumné, les ateliers de la préhistoire qui publient un livre chez CNRS Éditions à partir de recherches préhistoriques et paléoanthropologiques après c'est que ça. Nous quittons l'Afrique il y a 2 millions d'années de ça. Nous arrivons. Mais vous pas venir en Amérique. Non, non, Amérique c'est pratiquement avant-dernière étape là. Nous arrivons en Europe, il y a 1 800 000 ans, en passant par le détroit de Caucase en Géorgie. Nous avons tout preuve, nous avons même trace pas conservées. Nous avons tout preuve. Empreinte. De là, nous allons en Italie. Premier bastion et l'homme en Europe, c'est l'Italie. Et Diop parlait de ça. Nous avons naissance à l'homme de Grimaldi. Et Cheikh Anta Diop fait une étude et ostéomètre comparé entre squelette homme malien à l'époque avec crâne homme de Grimaldi, identique au point de vue de la morphologie. Donc, l'homme de Grimaldi est un noir. Mais l'arrivée en Europe, il est exposé à un climat extrêmement froid. Donc, couche mélanine ça qui t'a protégé pour l'homme n'est pas nécessaire encore. Mais on a parlé de bagages qui fait, on a parlé de bagages qui fait en facteur évolutif. Et on a dit des bagages qui fait sur pas échelle de années, de siècles ou de millénaires, mais en termes de millions, voire de milliards d'années. Oui, c'est ça, ou pas facile. Oui, parce que l'espèce vivante a évolué 0,27% par million d'années. Là, on a parlé d'évolution, si l'homme sortit du singe ou du macaque, ce qui n'est pas, c'est pas ça nous dit nous-mêmes, nous dit, nous avons sur cet avec l'autre primate, c'est le DAC qui fait quitter vivre une année de ça. Et un principe de réversibilité, d'irréversibilité. Bon, oui, mais non, pas pas fait. Non, pour que nous comprenions que il y a des changements qu'a fait la caille moun, au moment arrivé le camper. Oui, mais le bagage c'est que changement qu'a fait dans l'évolution humaine, il fait en échelle tellement lent que il est imperceptible aux yeux humains. Faut même pas penser pour regarder parce que ces 3 millions d'années nous fait paraître là et puis combien d'individus peut-être et 100 milliards qui passent sous terre nous non mais échelle humaine en termes temporels absolument insuffisant. Donc là sur ça. Très bien. Donc pour revenir à nos moutons. Oui, troisième étape. Et l'homme de Grimaldi a naissance 40 000 ans de ça à l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, c'est vraiment nous, c'est le premier ancêtre de tous les Blancs. L'homme de Cro-Magnon traversait la Asie il y a 15 000 ans de ça. Il a naissance à l'homme de Chancelade. L'homme de Chancelade, c'est le premier ancêtre de tous les jaunes. Et il y a 12 000 ans de ça, à l'époque de la dernière glaciation, on appelle la glaciation Romocosin, il y a un canal qui fait entre l'Asie et l'Amérique, en passant par le détroit de Bering, nous traversons en Amérique à pied et nous coloniser le reste du monde en bateau. Voilà comment c'est effectué. Non seulement l'expansion de la lignée humaine, et voilà comment c'est effectué aussi sa dépigmentation. Mais vite, vous regardez sur YouTube en vidéo Yves Coppens, côté monsieur dit clairement tous nos ancêtres sont africains et noirs. Parce que il y a des je ne sais pas dire monsieur, mais soit dit ça depuis longtemps, pour que ça tout le monde parle
accepté. Il dit, mais moi, dis, c'est tendez ou pas tendez. Il pas en faveur monde organisé hégémoniquement. Les universités étaient falsifiées. Et son thème nous va l'utiliser. La falsification de l'histoire. Je crois qu'il faut nous tourner sur ça. Mais avant de nous tourner sur la question afrocentricité, la falsification de l'histoire et qui a fait ça sur Haïti, nous avons tourné pour nous regarder qui laisse Cheikh Anta Diop Teye dans Jean t'a présenté théorie. Je crois que mon yo pral gen pour suivre là et professeur Cheikh Anta Diop dans une conférence que le prononcé pour nous montrer qui côté l'humanité sorti et je crois que le professeur et l'homme Emmanuel Stéphane Laurent, professeur Laurent il pral le même côté avec professeur Cheikh Anta Diop. D'ailleurs, qui est professeur de tout. Parce que c'est même théorie que a défendu et nous qui côté ça sorti. Antenor Firmin en 1885 était déjà à parler de gros causes ça. On suit professeur Cheikh Anta Diop dans une conférence pour nous montrer qui côté nous sorti. Aujourd'hui, en effet, nous devons parler de l'apport de l'Afrique à la civilisation universelle. De quoi s'agit-il? L'Afrique passe pour être un continent fruste qui n'a presque rien apporté à la civilisation. On parle souvent du rendez-vous du donner et du recevoir, en supposant que d'ici là, l'Afrique aura fait ses preuves et que peut-être dans la phase ultime du développement de la civilisation universelle, l'Afrique apportera quelque chose à l'humanité. C'est vraiment renverser le courant de l'évolution et raconter l'histoire à rebours que de concevoir le développement historique de cette façon. Parce que c'est bien le continent africain qui fut à l'origine de tout le développement de la civilisation. Je voudrais seulement saisir 3 grandes étapes de cette évolution et m'entretenir avec vous là-dessus. Au tout début donc, maintenant cette question ne se discute plus âprement, mais il y a une trentaine d'années, pour être sérieux, il ne fallait pas considérer que l'Afrique puisse être réellement le berceau de l'humanité. C'était une idée qui paraissait extrêmement saugrenue et il fallait même faire preuve d'un grand courage intellectuel pour avancer une telle pensée. Depuis, la recherche s'est développée et vous en connaissez les résultats. Nous savons aujourd'hui que l'Afrique est bien le berceau de l'humanité. Mais vous me direz tout de suite que le berceau de l'humanité, on a dit que c'est un berceau à roulettes et qu'il passe d'un continent à l'autre. En fait, ceci est inexact. Ce berceau, on l'a placé au début en Asie pour des raisons bien connues, relevant de la tradition biblique et aussi des apparences. C'est en Asie que se trouvent les 3 races. On a en Asie des noirs, des blancs et des jaunes. Et la tradition biblique aussi plaçait le berceau de l'humanité sur ce continent. De la sorte, les premiers archéologues, tels Sir Bernard Boulay, ont essayé de vérifier la véracité biblique. Donc, des fouilles ont été entreprises en Mésopotamie pour montrer que le déluge a bien eu lieu et que la Bible a dit vrai. En Asie, on a trouvé le Pithecanthrope. Ces minces éléments ont suffi pour placer le berceau de l'humanité en Asie. Mais dès que la recherche s'est intensifiée, on s'est aperçu que c'est vers l'Afrique plutôt qu'il faut regarder, d'autant plus
que des auteurs comme Darwin avaient déjà suggéré cette idée-là. Maintenant, les fossiles et les vestiges trouvés en Afrique ne laissent plus aucun doute sur le fait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et depuis que le berceau a été placé en Afrique, je vous l'ai dit, il ne l'a plus quitté. Et chaque jour, la recherche dans le domaine de la préhistoire, dans le domaine de l'archéologie préhistorique, prouve que l'Afrique est bel et bien le berceau de l'humanité. 6 spécimens d'hommes, si on peut les appeler ainsi, le terme est relativement impropre pour certains d'entre eux, mais pour nous exprimer d'une façon imagée, disons que 6 spécimens d'hommes sont nés en Afrique, ont vu le jour en Afrique. Les 3 premiers n'ont pas atteint, semble-t-il, dans l'état actuel de la recherche, un potentiel d'expansion suffisant pour sortir de l'Afrique. Mais les 3 autres en sont sortis pour peupler les autres continents. Les 3 premiers sont l'Australopithèque robustus, ce sont des noms barbares, je ne m'attarderai pas sur ces questions-là. C'est donc l'Australopithèque robustus, l'Australopithèque gracile et l'Homo habilis. Ces 3 spécimens, on ne les trouve pas sur les autres continents dans l'état actuel de l'archéologie préhistorique, de la recherche dans le domaine de l'archéologie préhistorique. Mais l'Homo erectus, qui est apparu en Afrique il y a environ 2 millions d'années, l'homme de Néandertal, que l'on appelle maintenant, et que l'on appelait aussi l'Homo faber, et que l'on appelle maintenant l'Homo sapiens, ainsi que l'Homo sapiens sapiens, ces 3 variétés sont sorties de l'Afrique pour aller peupler le reste du monde. L'Homo erectus est sorti de l'Afrique très probablement vers 1 700 000 ans. Il y avait 2 voies de sortie pour cette humanité, soit par l'isthme de Suez, soit aussi par le détroit de Gibraltar. Ce sont les voies qui ont été pratiquées par la première humanité née en Afrique sous la latitude du Kenya, dans cette région de l'Afrique de l'Est, qui comprend à la fois l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie et même l'Afrique du Sud. Donc, cette humanité qui est née dans cette région est sortie de l'Afrique par l'isthme de Suez et par le détroit de Gibraltar. L'Homo erectus est entré en Europe il y a environ 400 000 ans. Il a été suivi par l'homme de Néandertal, très probablement vers 100 000 ans ou 150 000 ans. Et l'Homo sapiens sapiens lui-même, c'est-à-dire l'homme qui est à la fois comme vous et moi, c'est la dernière forme, si vous voulez, de l'humanité. L'Homo sapiens sapiens est sorti de l'Afrique il y a 40 000 ans et est allé peupler également l'Europe. Voilà donc le processus de la formation, si vous voulez, de l'humanité, de l'apparition de l'humanité, et aussi le déplacement de cette humanité vers les autres continents. Si l'humanité était restée seulement en Afrique, elle ne se serait pas différenciée en races. Le continent africain présente une climatologie qui ne justifie pas extrêmement la différenciation raciale. Donc la race est une notion géographique. Et c'est parce que l'Homo sapiens sapiens est sorti de l'Afrique il y a 40 000 ans pour aller peupler l'Europe en particulier, qu'il est entré en Espagne et en France, qu'il a séjourné dans cette région dans des conditions extrêmement dures
parce que c'est pendant la dernière glaciation Würmienne qui a duré 100 000 ans que l'Homo sapiens sapiens est sorti de l'Afrique. Donc c'est parce que cet Homo sapiens est sorti de l'Afrique pour aller en Europe, dans ces conditions très spécifiques, qu'il s'est opéré une différenciation raciale. L'humanité qui est née en Afrique il y a 120 000 ans, en l'espèce de l'Homo sapiens sapiens, cette humanité était nécessairement négroïde, comme vous le savez. Vous savez bien que les organismes supérieurs nés sous la latitude du Kenya, pour survivre dans les conditions de la préhistoire, devaient être nécessairement pigmentés. L'organisme devait être nécessairement protégé du flux des rayons ultraviolets sous la latitude du Kenya pour pouvoir survivre. Donc, l'écran de mélanine est fonctionnel. C'est un bouclier qui protège l'organisme des rayons ultraviolets pour lui permettre de survivre. Et c'est la raison pour laquelle cette humanité qui est née par hasard en Afrique était nécessairement négroïde. En émigrant dans les conditions de la préhistoire pour aller en Europe, elle s'est adaptée à d'autres conditions diamétralement opposées aux conditions de vie de l'Afrique. Et c'est pour ça que progressivement, elle a blanchi pour devenir leucoderme. Ce laps de temps est évalué à peu près à 20 000 ans si nous considérons la date, l'époque de l'entrée de l'homme de Grimaldi, c'est-à-dire du premier Africain en Europe. L'homme de Grimaldi, ainsi qu'on l'appelle, est entré en Europe il y a 40 000 ans. Il est resté sur place, il a évolué sur place jusqu'à moins 20 000 ans, pour qu'apparaisse pour la première fois sur la planète la morphologie du leucoderme et par conséquent le type humain qu'on appelle la race de Cro-Magnon. Il faudra encore attendre 15 000 ans pour qu'apparaisse le type que l'on appelle communément l'homme de la chancelade et qui serait le prototype du jaune. Pendant le Paléolithique supérieur donc, voilà les trois races qui vont exister dans les conditions de la glaciation würmienne, et la toute première, qui est la race noire, s'est étendue de l'Europe de l'Ouest jusqu'au lac Baïkal, à travers la Crimée, le bassin du Don, toute la région de l'Europe actuelle. Partout, on trouvait, il y a 32 000 ans, on ne trouvait qu'une seule humanité homogène, qui était cette humanité négroïde, qui, en s'expatriant, se différenciait aussi. C'est la même humanité aussi qui a fini, vers moins 15 000 ans, qui a traversé le détroit de Bering pour aller peupler également les trois Amériques. Justement, le peuplement de l'Amérique est une confirmation de l'origine monogénétique de l'humanité, parce qu'en Amérique, vous avez toutes les transitions climatiques depuis la Terre de Feu jusqu'en Alaska. Vous avez donc toutes les zones climatiques possibles qui existent. Mais l'Amérique n'a pas connu d'homme fossile. Il n'y a pas, par exemple, en Amérique, ni d'Homo erectus, ni d'Australopithèque robustus, ni d'Australopithèque gracile, ni d'Homo habilis, ni d'Homo erectus. Parce que comme je vous ai dit que les trois premières variétés ne sont pas sorties de l'Afrique, c'est tout à fait normal qu'on ne les trouve pas en Amérique, mais l'Homo erectus est bien sorti de l'Afrique et on ne le trouve pas en Amérique. De même, l'homme de Néandertal est sorti de l'Afrique et on ne le trouve pas non plus en Amérique. Donc, nous voyons bien que l'origine monogénétique de l'humanité, qui au premier abord paraissait relativement invraisemblable, est confirmée par l'archéologie préhistorique. Si j'avais le temps, j'aurais parlé de la philosophie qui sous-tend les deux thèses qui s'affrontent aujourd'hui
dans le domaine de l'hominisation et de la théorie de l'hominisation. Vous savez bien qu'il y a la thèse monogénétique qui s'appuie sur toutes ces données de l'archéologie préhistorique, mais à côté aussi, il y a la thèse polycentrique qui voudrait que certaines conditions étant réunies, la nature ait créé ici un homme jaune, là un homme blanc et ailleurs un homme noir. Cette thèse, qui est aussi la thèse du bon sens, eh bien, elle n'est pas confirmée par les faits d'archéologie préhistorique. Et lorsqu'on y regarde de près, elle est même la plus invraisemblable parce qu'il est extrêmement improbable que la nature, au cours de son évolution, passe 2 fois par le même point. Bref, c'est la thèse monogénétique qui est confirmée. La thèse polycentrique est sous-tendue aussi par des préoccupations, disons, raciales, pour ne pas dire racistes. Tout ce que je vous dis sur l'origine de l'humanité ne doit pas nous inciter à tirer la moindre gloriole, si je puis dire, du fait. Il nous faut seulement considérer que c'est un fait du hasard. Mais si on le perd de vue, on explique l'évolution à rebours que vous disiez, et on enlève l'appétit intellectuel aux chercheurs et aux étudiants. C'est donc le seul intérêt que présente cette thèse, c'est parce qu'elle est conforme à l'évolution réelle, au processus réel d'hominisation, donc elle est conforme à la science, et prendre le contre-pied, c'est donc prendre le contre-pied de la science. Voilà donc l'intérêt surtout qu'il faut attacher à cette théorie de l'apparition de l'homme en Afrique. Vous voyez donc au tout début, par le plus grand des hasards, l'Afrique a vu naître l'humanité et le peuplement du reste du monde s'est fait à partir de l'Afrique. Émission Analyse n'a parlé avec le professeur Emmanuel Stéphane Laurent, qui lui-même est anthropologue et professeur à l'Université d'État d'Haïti, qui a présenté nous un grand nègre, Cheikh Anta Diop. Il est sénégalais, il a marqué tout le XXe siècle là, et disons, fin XXe siècle là, par théorie que l'a montré l'Afrique noire, c'est le berceau de la civilisation humaine, c'est le berceau de l'humanité, et justement, je voulais présenter au grand exard, et même si on connaît un ténor filmé, tu pas sans vol, mais lui-même tout, il faut qu'on ait que tu fait un peu l'impact sur l'Occident. Côté la montre, une bonne parole l'Occident, portée dans le livre Baou, il faut qu'il corrige. C'est ça qui fait vous parler de falsification de l'histoire. Ça veut dire des laboratoires en Europe, en Amérique, qui, à travers des universités, ont monté une série de théories de toutes pièces qui fait qu'on va répéter une série de bagailles qu'il faut. Eh bien, c'est sur ça que nous allons entrer, qui fait jeudi à là, puisque c'est l'Afrique qui m'a en bas, nous allons parler de afrocentricité, qui lui-même tout a un impact sur Haïti, parce que nous songeons, un monsieur Tankou, et anthropologue qui écrit le vaudou haïtien. Là, il n'est que bon. Non, français. On va parler d'abord. Alfred Métro. Ça, c'est Dieu dans le vaudou haïtien. C'est ça, mais il écrit le vaudou haïtien. Tout qui montrait que l'Afrique, c'est Haïti et Haïti, c'est l'Afrique. Haïti, c'est Afrique en miniature. Mais bien sûr. Et qui montrait que l'histoire noire, du bon côté de sortie. Même si c'est un triangle. Europe, Afrique, Amérique. Ouais, c'est triangulaire, non? Justement, mais, et Ndakadou, Haïti a besoin de retourner dans la source. Hein? Et c'est peut-être ça qu'on a développé le concept ça qui est l'afrocentricité. Présentez-moi l'afrocentricité à ça lié et qui impacte, qui relation avec Haïti. Alors, concept afrocentricité, il faut très pointueux sur ça lié. Moun qui a inventé le concept là, c'est un savant noir américain, monsieur relé Molefi qui était à santé. Il a écrit un livre ça qui est afrocentricité. Alors, Molefi qui était à santé écrit un livre qui est en 1980 qui est Afrocentricity en anglais, The Theory of Social Change, que Amamazama traduit en 2003 en français.
Amamazama, qui est présidente de l'Organisation Afrocentricité Internationale. Et en peu de mots, qu'est-ce que c'est l'afrocentricité? Eh bien, l'afrocentricité, c'est à la fois un courant philosophique, épistémologique et historiographique qui l'a pour décoloniser la sphère des sciences sociales et humaines. Là, ça veut dire que c'est universitaire contre universitaire. Exactement. Et pour une définition comme ça, je suis sous deux mondes. Il y a un ami que nous tout profiter de saluer, qui vivent actuellement au Gabon, qui est Itero Ogoué, qui est membre de l'Organisation Afrocentricité Internationale. Il publie une vidéo en 5 ou 8 minutes sur YouTube qui est « Qu'est-ce que l'afrocentricité ?» avec un professeur qui est Owan Guinea, qui est publié sur YouTube tout en vidéo qui est Haïti, panafricanisme et afrocentricité. Donc son courant, son paradigme lié, qui est à la fois historiographique, il y a un rapport à l'histoire, épistémologique, la paix, c'est tout un discours scientifique sur la science, et qui valide en série de théories. Qui est validé en série de théories, et c'est un paradigme qui est là pour décoloniser la sphère des sciences sociales et humaines. Et, sous permettez-moi, et on tire lecture, un petit moment, très courte, dans cette affaire, parce que je voulais illustrer à partir de ça que Mounio dit. Ou bien bien vérifié, ou bien introduction à faux et livre moléfique qui était à santé, que Amamazama traduit et écrit. Côté, il dit, nous devons faire cette démarche pour deux raisons. L'une est une question de principe. Accepter d'être défini par l'Occident comme inférieur, qui plus est, revient à accepter que nous sommes en effet inférieurs et que les Occidentaux sont supérieurs. Est-il vrai que nous ne pouvons rien faire de mieux que d'être des subalternes, des souffrir de l'Occident? L'histoire qui est la nôtre, l'héritage qui est la nôtre, depuis les débuts de la civilisation en Afrique, interdisent tout simplement que l'on ne réponde pas l'affirmative à la question. Et moi, sauter, parce que je ne vais pas lire tout, je vais faire une lecture commenter dans l'émission. La deuxième raison pour laquelle nous devons nous engager dans la voie de l'afrocentricité est une question de nécessité. Nous ne critiquons pas l'Occident par jalousie ou par amertume, mais tout simplement parce que l'Occident a échoué dans son rêve grandiose de faire de l'homme un Dieu. Et n'a su mener cette planète que nous partageons tant bien que mal qu'au bord d'un désastre écologique sans précédent et souvent sans remède. Donc voilà les raisons pour lesquelles, d'après Amamazama, que nous avons rappelé qui fait une intervention dans Café Philo, parce que Amamazama rentré l'année dernière, en 2017, il a organisé 6e convention Afrocentricité Internationale. Là, il fait intervenir dans Café Philo, il a fait une intervention dans la faculté d'ethnologie pour une promotion justement qui est une non-promotion Cheikh Anta Diop. Donc c'est comme ça les définir. Et Afrocentricité, il y a plusieurs représentants dans le monde, plusieurs défenseurs de l'afrocentricité. Le premier, je pense que c'est le premier des premiers, c'est le professeur Théophile Obenga, qui est plus célèbre et plus fidèle disciple Cheikh Anta Diop, qui est encore vivant, qui vit là au Congo. Après ça, il y a Joseph Kizerbo, qui lui-même a fait dissidence de Simgebo mémoire de la vie même de Cheikh Anta Diop. Il y a Moubabe Bilolo, mais vite Mounio a tapé non ça sur Google comme moteur de recherche pour voir Jean curriculum monsieur ça qui est le Moubabe Bilolo impressionnant. C'est une plus gros savant africain qui vivant actuellement. Et monsieur écrit un article qui c'est un texte plus lit le va parler de Cheikh Anta Diop. Les tâches laissées par Cheikh Anta Diop, hommage au père de l'égyptologie africanologie africaine, qui malheureusement, mais moi, ils sont venus contacter, m'a fait venir parce que je même qui gabonaise qui était Université Laval, qui est numérisé pour moi, et Waris Amel Menge Mbagimbi. Et puis, il y a Jean-Charles Kovi Gomez,
comme égyptologue, comme historien, Jean-Philippe Omontoudé, Molefi, qui était à Santé, qui créé ce concept-là, et qui est chef de département Africologie Temple University aux États-Unis, ou bien Amamazama, qui est responsable du département d'Africologie Temple University. Africologie, c'est l'étude afrocentriste des civilisations africaines, ou bien Iteougoué, Zanmimnan, ou bien Etombe et Dambe, ou bien Yela et Nangue, pour me citer que Mounsayo. Et un dernier bagage pour me finir avec la question afrocentricité, le concept modifié qui était à santé, c'est afrocentricité. Ce n'est pas afrocentrisme. Afrocentrisme sont termes inventés par dérision pour dire qu'on a fait racisme, on a fait idéologie. Parce comme que si les gens sont capables de venir raciste. Oui, nous avons retourné, on a fait idéologie, on a fait racisme, on a essayé de retourner à des origines qui mythiques, qui n'ont pas existé, etc. Mais terme nous, ce n'est pas afrocentrisme lié, sont termes inventés par dérision. Comme si c'est une doctrine qui dit que noir c'est toute bagaille. Non, mais c'est absolument faux. Afrocentrisme, terme noir, c'est afrocentricité lié, pas afrocentrisme. Vous dites afrocentricité, c'est à la fois des études, son mode de pensée, son philosophie, son vision du monde, son vision cosmique. Oui, mais bien sûr. Parce que j'ai mon défi qui était à santé, dit l'afrocentricité, ou pas africain parce que seulement vous faites en Afrique, ou africain parce que vous adoptez mode de vie et culture qui ont un rapport à l'Afrique. Parce que il y a des gens qui fait ailleurs, ça c'est point de vue, c'est vraiment point de vue modifié qui était à santé à Mamazama. Il y a des gens qui pas fait en Afrique, qui plus africain que les gens qui sous continent africain lui-même. C'est le cas par exemple de on aime toujours aimer chuter sur lui, mais pas oublier le forme dire c'est lui yo voyez monter puis occulter job. C'est le cas de gros sous français Léopold Sédar Senghor. Voilà, et il y a des gens que Cheikh Diop a rencontré dans gens lui-même de l'église catholique te prend en charge, il était jeune bourse, etc. Mais alors que la France, parce que c'est le représentant. Je vais inviter mon yo, par contre ce texte a toujours en ligne, un texte qui est de Boubacar Boris Diop, qui est le Sénégal entre Senghor et Cheikh Anta Diop. Pour il y a montré bataille qui était gagnée entre Senghor et Diop. Diop cherchait une petite faute orthographique pour censurer en revue excusez-moi, Senghor cherchait une petite faute orthographique pour censurer en revue Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop écrit un texte que je me trouvais grâce à des amis qui est Diop me dénigre à la télé et Senghor me dénigre à la télévision. Côté Diop, vous comptez craser à plat couture. Craser à plat couture. Diop dit Senghor, si nous avons posé l'Afrique, toute l'Afrique en entier, question ça, et nous avons répondu après ça passé. Nous avons demandé l'Afrique, entre moi et avoir, qu'est-ce qui traite là? Pour savoir combien de milliards de voix qui t'a élevé contre. Très bien. Alors, professeur, naturellement, professeur et Laurent, nous pouvons le faire tout. Et comme si on opposition, une sorte de comparaison inutile. Parce que quand même, Senghor participait dans l'aéropage intellectuel et qui t'a construit avec intellectuels par nous, notamment François Duvalier, vous voulez parler de mouvement négritude là, et c'est nous étudier l'école. Donc, qui ont opposé deux concepts, ça, afrocentricité et mouvement négritude là. Parce qu'on connaît toute la Caraïbe avec tout le nom que nous connaissons, et ils ont proposé pour nous aller l'histoire peuple caraïbio à travers la négritude. Pendant longtemps, nous avons pile nom, notamment Montakou et Patrick Chamoiseau. Et l'autre de la créolité, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant. Raphaël Confiant et autres qui montraient que faut nous retourner dans la racine, mais ce n'est pas la négritude. Est-ce que pas gain une opposition profonde entre l'afrocentricité et le mouvement de la créolité ou de la négritude? Il faut connaître que, bon, je ne sais pas si Sania Spero qui apprend à d'autres TV, négritude et négologue. Bon, je suis d'accord avec Sania Spero qui apprend à d'autres TV qui pensaient que négritude en tant que mouvement littéraire, c'est un mouvement qui est dépassé. Créolité était encore un autre mouvement littéraire. C'est des mouvements qui
préparé quelque part, il y a tout mérite, mais il y a tout point faible tout. Parce que là, on dit Senghor, parti dans la négritude, c'est Senghor peut-être son, moi dit peut-être, un peu de réserve pour ne attaquer tout, sont peut-être un modèle pour lui, pas un modèle pour moi. Non, moi-même, ce n'est pas une question de modèle à chercher, c'est les courants de pensée qui construisent le monde noir. Oui, au coin, il y a tout un ensemble d'ouvrages, il y a tout un courant en Haïti qui, lui-même, à un certain moment, et même avant Duvalier, était logique noire. Avec Jean Price, et le mouvement des griots avec les 3D. Micheline Labelle, par exemple, qui écrit Livria sur le monde noir. Donc, est-ce que, justement, pas une opposition dans vision, afrocentricité et négritude qui, gens, ont étudié les deux, et c'est sous ça qu'on a fait. Il y a surtout des mouvements littéraires qui paraissent dans des contextes bien déterminés. Là, par exemple, mouvement, négritude là, c'est des intellectuels noirs qui sont en Afrique, qui ont étudié en France et qui butaient face au racisme blanc. Et qui ont cherché une façon pour valoriser tête. D'ailleurs, on connaît que Léopold Sédar Senghor écrit en personne dans un livre que il a publié pour honorer Price-Moss, les Price-Moss ont 80 ans, que c'est l'Elfinli ainsi par la langue docteur Jean Price-Moss que je tout argument avec tout mobile pour faire mouvement ça avec Aimé Césaire qui est la négritude. Donc mouvement ça la négritude, bon, et je ne vais pas dire l'indigénisme parce que l'indigénisme c'est pratiquement centré à Haïti, c'est des mouvements qui préparer afrocentricité qui permet l'émerger, qui permet de paraître. Ou bien la négritude, ou bien l'historiographie éthiopienne, ou bien la philosophie africaine. Donc c'est des mouvements qui permettent que l'afrocentricité apparaisse. Mais l'afrocentricité, en côté il dépasse le mouvement, c'est que lui-même, là, il fait un travail de décolonisation mentale dans les sciences humaines et sociales. C'est-à-dire les plus scientifiques. Plus scientifique. Par exemple, on va dire là qui est extrêmement important. On fait philosophie d'école normale. On est dans philosophie école normale tout. Alors, on fait sciences sociales. Sciences sociales, bon. Oui. OK, bon, bref, c'est pas grave. Alors, une bagarre qui enseigne nous, ils enseignent à l'école, ils enseignent dans le département de philosophie que c'est école normale de France ou de école normale d'Haïti, c'est que philosophie en genre que nous connaissons là, il fait apparition en Grèce. Et on parlait du mythe grec, c'est-à-dire l'émergence, l'apparition de la philosophie en Grèce avec les premiers philosophes qu'on appelle les philosophes ioniens, parce qu'ils étaient dans Ionie ou Milésien, ou peut-être dans ville qui est les Millet, donc Thalès de Millet, Anaximandre de Millet, Anaximène de Millet. C'est faux. Là, il dit, là, pendant qu'on fait émission ça, parlé de falsification de l'histoire. Oui, justement. Afrocité a un Jean, il mythe fondateur du monde. Là. Exactement. Donc là, il faut très clairement dire, là, nous entrons en opposition à toute une forme d'enseignement de philosophie, école normale supérieure, côté, on fait master histoire, côté on fait et étudier sciences. Nous entrons en opposition avec elle. Parce que même ça avant grec, yo même, que on considère comme le premier, c'est bizarre. Ou tu considères quelqu'un comme le premier, alors que c'est nous qui ce premier te dit qu'il y a, comme premier, il y a eu des premiers. C'est le monde à l'envers. Tout grand philosophe grec, très clair, relativement très clair sur l'origine négro-africaine de connaissance. Thalès, il est formé en Égypte. Pythagore, des formés en Égypte. Pythagore, Jean et Molefi, qui était à santé, dit l'origine africaine, non texte écrit qui est l'origine africaine de la philosophie. Pythagore étudiait philosophie pendant 22 ans en Égypte. 22 ans, c'est pratiquement 2 doctorats. Parce qu'un doctorat, c'est entre 12 et 13 ans. 12 ans minimum, 13 ans maximum. Donc, il pratiquement fait 2 scolarités de doctorat à étudier les mathématiques en Égypte. Platon
Il pas dit nous, mais il écrit. Il étudié philosophie en Égypte pendant 13 ans. Et Théophile Obenga fait des recherches historiographiques sur ça. Quand elle vient avec nous, et me fait intervention dans l'autre émission radio ailleurs, quand elle me parle de ça, il va nous non savants africains, égyptiens, noirs qui forment les nègres. C'est le cas aussi de Eudoxe. C'est le cas aussi d'Archimède. Nègres très clair avec nous. Donc, si nous disons l'Afrique son double berceau, c'est avec un mot comme cette émission qui est important. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le berceau de l'humanité et le berceau de la civilisation. Berceau de l'humanité, les fossés les plus anciens de l'espèce humaine sont apparus en Afrique. Berceau de la civilisation, la première grande civilisation de l'histoire du monde, c'est la civilisation égyptienne. Mathématiques, écriture, architecture, médecine, astronomie, tout bagage ça paraît en Égypte. C'est une première forme de philosophie que théologie, plus théologique que philosophique, donc plus proche de la foi que proche de la raison. C'est en Égypte, il paraît. Très bien. Donc, on y a, parce qu'on a fini, et deuxième partie, nous allons proposer, là, nous venons en Haïti. Nous avons des savants en Haïti qui ont fait relever et qui ont Haïti capable de suivre Afrocité mondiale. Très rapidement, très rapidement, afrocentricité, l'avantage qu'on gagne, c'est que vous gagnez, je ne sais pas, avec des colonnes moins pour recevoir l'expert qui malheureusement empêché de quitter doué. Et là, avec nous là, parce que les Alex avait mon côté, me sentais une force. Donc, mais je préfère, oui, mais je toujours, on est Alex avec nous. Mais combien de monde nous raconter sur l'anthropologie haïtienne, comme savant, et qui est capable de porter débat à moi d'abord, Alex ensuite, il y a un professeur Mozart qui a Jean-Philippe Mozart dans la même lignée, un professeur James Angé qui est dans la même lignée, il y a Jean-Yves Blot qui accompagne nous dans le mouvement. Mais ça, c'est dans le domaine universitaire. M'a informé nous que l'organisation Afrocentricité internationale là, un pays qui est bastion Haïti. C'est pas pour rien que Amamazama organisé 6e convention Afrocentricité internationale là, en Haïti et que été fait les organes. Malheureusement, il n'y a pas de un rayonnement médiatique suffisant. Mais heureusement, en même temps tout, il y a une possibilité de dire dans l'émission analyse grâce à Romaré Jean-Baptiste. Très bien. Merci, professeur. Et vraiment, on n'a pas obligé de prendre pause là. Professeur Emmanuel Stéphane Laurent, il est anthropologue, il est professeur à l'Université d'État d'Haïti et lycée en chef tout dans la Fondation Dr Mathurin que nous vraiment rendre hommage dans cette émission ça qui lui-même a porté en pile information pour nous. Hélas, il y a un accident sur route et Haïti, Dominicanie, pour y aller. Naturellement, il y a pile de questions posées sur l'accident ça tout, parce que monsieur ça a été tellement zilé Haïti, je voulais parler de deux pays et deux ailes ont même oiseaux, tellement qu'on a pile d'informations, on a demandé est-ce que l'accident ça a sain et sauf. Émission analyse, nous avons tourné avec professeur Lhomme. La période historique proprement dite, elle est caractérisée par l'apparition de l'écriture. Là encore, c'est la vallée du Nil qui devance le reste de l'humanité pour des raisons bien simples. L'évolution de l'Europe était retardée par justement cette fameuse glaciation vurmienne dont je viens de vous parler, qui, ayant duré 100 000 ans, s'étend par conséquent de moins 80 000 à moins 10 000. Voyez. Donc, pendant toute cette période, l'évolution de l'Europe étant retardée, l'Afrique a évolué normalement. L'Afrique a connu seulement des périodes tantôt sèches, tantôt des périodes pluviales. Donc, a évolué selon un rythme relativement normal. Et le processus cumulatif de la civilisation était donc plus intense en Afrique qu'en Europe où on vivait dans des grottes. Il en résulte tout de même le fait que l'Afrique entre, la première dans la période historique, et dès la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, l'Afrique invente l'écriture.
Et à partir de moins 3300, nous avons des documents écrits. Nous pouvons suivre l'évolution de l'Afrique dans la vallée du Nil. En moins 4236, l'Afrique invente déjà un calendrier sidéral. Le calendrier sidéral fondé sur le lever d'une étoile du ciel, qui est l'étoile la plus brillante du ciel, l'étoile Sirius, qui est dans la constellation du Grand Chien, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Les Égyptiens, en moins 4236, avaient déjà remarqué que cette étoile se lève en même temps que le Soleil, pratiquement, sous la latitude de Memphis, tous les 1460 ans. Et c'était la base de leur calendrier. Donc c'était un repère chronologique absolu, pour ainsi dire. Imaginez le Soleil, un phénomène aussi fugace, le Soleil qui se lève en même temps qu'une étoile. Le phénomène ne dure que quelques secondes, à peine moins d'une minute. Et il ne se reproduira plus avant 1460. L'année suivante, si vous regardez, si vous mettez sous la même latitude pour regarder le Soleil et cette étoile en question, vous constaterez qu'il y a un écart d'un quart de jour. Et la deuxième année, vous constaterez qu'il y a un écart d'une demi-journée. Et au bout de 4 ans, vous constaterez qu'il y a un écart d'une journée. Par conséquent, dès moins 4236, les Égyptiens connaissaient l'année bissextile et pouvaient très bien, tous les 4 ans, ajouter au calendrier de 365 jours un quart, donc tous les 4 ans, ajouter un jour pour créer une année bissextile. Mais ils ont préféré, au lieu de rectifier tous les 4 ans, suivre l'évolution du phénomène pendant 1460 ans pour ajouter une année de plus. Et ce calendrier, les Égyptiens y tenaient à tel point que le pharaon avait créé un service spécial pour suivre l'écart à travers le temps entre le calendrier sidéral et le calendrier ordinaire. Émission Analyse, vraiment, nous voyons qu'il y a un débat vraiment intense là, entre moi-même avec le professeur L'Homme, vu que il est très actuel pour un monde ou un monde noir, un monde noir qui a fait une étude universitaire pour être capable de comprendre la problématique qu'on a posée là, vu que le monde, on a l'impression que plus on avancé, c'est plus le monde a entré dans des mythes qui abdurent des théories qui lui-même théorie ça à la base de faux. Parce que tout simplement, on a lu dans un mauvais livre, Zach Fenab, essayer de parler de Cheikh Anta Diop pour nous capables d'orienter un système de croyance en façon pour capable de connaître que il y a des gens qui déjà met théorie à terre qui montre que côté bail sorti par exemple qui mounouye côté l'humanité sorti qui gens fait des gens qui jaune, des gens qui noir, des gens qui blanc, des gens qui rouge alors que moun yo ta doit connaître que une seule race humaine. Pas vrai professeur L'Homme? C'est clair. Il y a une seule race humaine et c'est pas ça qui dit dans l'école là. Oui. Pour qui ça le monde fait avec des mythes côté yo fouille on série de bail dans tête non, qui pas vrai. Quelle est la perspective ou quelles sont les perspectives avec Diop pour les universités mondiales et pour les universités en Haïti? Impact Diop sur mythe fondateur, sur connaissance qui fausse a fait passer dans la tête on série de monde dans le monde là, on série de haïtiens. Parce que pas de problème que monde croit dans bon Dieu. Mais là qu'on y a des monde prétendent enseigner si monde l'école. Il a fait médias pour faire des connaissances passées. Tout ça a un impact sur nous. La famille a un impact sur nous. Les médias, l'église, les universités, on parle de l'école, les entreprises. Il y a une petite discussion banale que nous avons fait.
mais qui a un impact sur la vie quotidienne. Si nous sommes mal orientés dans la connaissance, nous sommes mal orientés dans le monde. Job et le monde, job et Haïti. Qui Jean, on finit sur la question ça. Merci. On tient quelle précision je voulais. Je dit plusieurs fois, il y a des gens qui doivent garder nous là, et Internet qui doivent garder nous, pas connaître que l'homme c'est pseudonyme, moi je dis professionnel, on va gâter. Et c'est pseudo que grand-papa moi c'est sinon gâté. Oui, c'est sinon jouet. C'est sinon voyons dans l'UH là et dans mon universitaire de manière générale. Naturellement mystique tout. Pas ma connaissance. Est-ce que mon qui a fait anthropologie sans pas une expérience mystique comme la première des qualités intellectuelles? Et méthode que nous utilisons en anthropologie, c'est la méthode de l'observation participante que est encore méthode de l'observation participative, bien que des gens qui parlent de participation observante. Il y a toutes les limites. On peut faire in, on peut faire out. Ça c'est au cap décider. Mais chaque approche a une limite et ça sont un débat épistémologique que nous moyens pour présenter. Non, on descend débat. On descend débat pour mon la ria. Oui, c'est depuis c'est monde qui fait ethnologie, anthropologie, sociologie. Oui, on a fait là, on c'est des mondes mystiques. Est-ce que vous faites expérience gangan ou bien avec gangan déjà qui gens ou positionnons avec vaudou? Bon, mais même de côté pas participer à plusieurs cérémonies vaudou, plus qu'on cinquantaine, on centaine, même c'est même qui même sorti avec des bandes Saint-Paul Bizango, Sanson, c'est quand même un peu national Bizango dans tout le pays. Et bon, j'aime faire. On peut initier dans vaudou. Non, pas initier dans vaudou, je ne pas. Pas dans vaudou. Et même de côté pas me reconnaître que c'est un vaudouisant culturel très clair sur ça. Parce que vaudou, pas seulement en religion, son mode de vie. Pourquoi ils sont séparés? Pourquoi ça vaudou initié culturel? Ah ben ça c'est résultat de travaux anthropologiques. Oui, mais parce que fait tout est bien. Oui. Alors, ça me veut dire. Mon la dans péristyle. Non, mais clair. On pas aucun problème à ça. Mais même si c'est qui fait Port-au-Prince, maman c'est mon et Mononville, nous affilions à Casal, donc quelque part on filiation polonaise et puis papa c'est mon petite rivière de quand tout haïtien c'est dans 4 lacs, c'est pas ça qu'on discute là. Petite rivière de Nil. Quand tout haïtien c'est dans 4 lacs. C'est pas ça qu'on discute là. N'a parlé non, faut nous fixer sur tout pour étude qu'on fait pour que ça c'est comme ça orienté tout. C'est parce qu'on connaît Haïti dans ça Haïti. Mais bien sûr. Mais question que je voulais poser, je pose une question, c'est que vos droits plus qu'en religion, ils sont mode de vie, son culture. Parce qu'il y a deux façons. Un système croyanciel. Oui. Il y a Ambroise-Orino Gabriel qui est un livre qui est la cérémonie du bois caïman et c'est lui dans ses impacts dans la lutte identitaire politique du peuple haïtien. Côté monsieur, pas trop loin de présence, c'est pas. On considère qu'il y a deux types de vaudouisants culturels et vaudouisants pratiquants. Moi, je ne suis pas un vaudouisant pratiquant, mais je reconnais que c'est un vaudouisant culturel. Et pour moi, pour Jean-Osé Descartes. Vous pouvez disparaître. Je bien aimé. Et c'est que je me mettre sur le plan scientifique, puisque je suis un physicien qui est docteur Daniel Mathurin. Mais ça ne veut pas dire de Jean-Osé Descartes. Mais on ne peut pas un monde pigasser. Bon, par contre, ça, je n'ai pas de connaissances ésotériques, je n'ai des connaissances ésotériques. Non, alors, je dis pigasser, c'est leur coupe un citron en pied, ou un beau citron. Oui. Pendant la nuit, ou qui reste dans ce rien. Il vient en poison violent, c'est un poison violent, mais il l'autre il va faire tout. Mais expliquez-moi, parce que faut nous qu'on peut sortir l'homme. Quand on sorti Haïti, maïsien, vaudouisant culturellement, nous clé sur ça. Et Jean-Osé Descartes dit la dynamique vaudou et droit de l'homme en Haïti qui mourit pendant le tremblement de terre qui s'est thèse de à monsieur université Sorbonne. Si une culture, c'est dans page 19 là, ça fait comme page par cœur, m'a fait étudier, je travaille sur le texte, page 19. Si une culture est avant tout une vision du monde, plus qu'une religion, le vaudou est une culture. Ça, clairement, et professeur Jean-Osé Descartes de regretter mémoire dit. Bref, pour me fermer. Attends, faut nous finir sur ça. Ou pas croire que 100% haïtien c'est vaudouisme? Ah non, mais pas de doute sur ça. Ok. Pas de doute sur ça. À moins que je ne pas croire dans ce que je pratique. Parce que c'est qui Jean-Gérald Batel me disait c'est le pays en dehors. Si besoin de comprendre Haïti, ce n'est pas
faut pas qu'on dans Port-au-Prince, dans la capitale là. On Alors, va parler d'Haïti en termes de Delma de Pétionville en bas la vie. C'est Haïti, son pays chrétien, catholique ou protestant, il faut aller dehors. Parce que je ne parle de la dialectique du dehors et du dedans. Mais le pays a manger pour le bail, est-ce que c'est vrai? Ah, ça, il faut me penser que il y a des gens qui peuvent bien passer que moi pour parler de cette... En tout cas, nous saluons un grand Jean-Jean que nous allons recevoir une analyse qui vous porte tout. Nous saluons ce track à tout et Sonson qui c'est bon amis, Bizango sans pour le Gressier qui est disposé recevoir étudier dans le cadre de les cultures et religion. Et nous saluons tout le professeur Djingele qui me parle dans votre prince. Oui, Djingele qui est un peu partout, qui est naïf. Sans babiller, salut le professeur Jean-Yves Blotou qui quand même c'est ça. Des gens qui connaissent. En anthropologie, c'est lui qui est formé Walex. Bref, alors, pour nous partir. Job et le monde, Job et l'université, Job et Haïti. Dans finir ça. Alors, je pense que Amamazama commence un travail important. Introduire Job, pas seulement. L'université est importante. Je dis comment pour l'université, même pas si il faut commencer par la base. C'est pour ça que moi, je suis la peine venir avec livre ça. Que moi, c'est que Amamazama pas bien avec, c'est moi qui écris 4e de couverture parce que Amamazama a besoin d'un locuteur natif de créole là qui pour te traduire. Et 4e de couverture là, c'est moi qui écris racine africaine. Racine africaine. Donc, Amamazama, et avec mon afrocentricité internationale, il y a un livre qui est Racine africaine, ok? Programme éducatif afrocentriste. Un livre pour tout le monde sorti 8e pour arriver 8 pour arriver 13 l'année. Première partie. Je connais que il y a un deuxième avec une troisième partie que le Poco bon moins. Non, il a publié déjà mais le Poco bon moins il m'a travaillé pour adapter en créole. Non, qui écrit en créole. OK. Qui écrit en créole. Et moi, je travaille dans le 3e ou 4e volume pour gagner Priceman, pour gagner Roumain, pour gagner certains intellectuels haïtiens qui pas dans le 1er, 2e et 3e volume. Louis Diacroix, tout le monde ça là. Bon, nous ne devons pas apprendre tout le monde. Parce qu'en fait, le livre n'a pas parlé seulement de haïtiens, il parlait de gros monde historique, Mansa Moussa Aboubakri II, il parlait de tout gros leader noir, Yanga et Zombi Dos Palmarès qui étaient gagnés, tout ça, l'ouverture, il parlait de tout gros leader noir qui étaient gagnés dans le monde d'une manière générale. Que c'est dans le domaine politique, que c'est dans le domaine culturel, que c'est dans le domaine scientifique, il parlait ça. Moi, c'est que là, je félicite Mme Amamazama pour excellent travail ça, et il y a un 2e, 3e volume. Parce que le travail là doit commencer à la base en créole, pour nous écrire des petits manuels comme ça. Parce que l'Elvini, mettez dans Métimounio, et c'est alors, j'aime ma livre, c'est gratis, c'est chéri, hein. Mon yo pas de good. Les malpartis avec étudiants en faculté d'ethnologie, dans la 6e convention afrocentricité internationale qui était faite au Ghana. Cette distribution c'était gratis, était faite. Donc ça c'est une première façon qu'a fait pour non seulement ta job de manière générale, mais tout gros savant noir avec tout intellectuel haïtien en particulier. Ça c'est pour même passer de travail doit commencer à la base de l'école. Qu'on y a le niveau université. Nous déjà fait un groupe en la faculté d'ethnologie, c'est monde qui était à la tête mouvement ça pour te bail en promotion non chèque job. Et ils sont très orientés vers chèque job. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que ça qui est encore plus intéressant, il faut introduire des départements d'africologie dans l'université. Pour que les étudiants commencent à faire recherche en fonction de base afrocentrique de civilisation africaine. Là, moi, c'est que l'ethnologie a par la tête, Yera qui a venu immédiatement après, et puis sciences humaines qui a un gros backup dans le dossier ça. Oui, mais son fait de faculté linguistique appliquée tout, qui t'a doué moyen langue africaine. Oui, pas de problème. Nous avons collaboré avec eux toutes pour nous développer des thèses afrocentristes sur question yo. Même bon, parce que premier côté chez candidat job commencer à étudier c'est dans la langue africaine. Nous d'accord. Nous racine par rapport à langue égyptienne des théories relativité Albert Einstein en Wolof. OK, donc nous comme ça. Ça fait moi commencer par ethnologie parce que c'est le seul côté enseigné anthropologie en Haïti et dans tout Caraïbes là. Ça fait me poursuivre par IERA. IERA que pas jamais entré dans l'ISIAS. IERA c'est Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti. Ça fait me poursuivre par sciences humaines. Parce que à part ethnologie, deuxième enseignant UH là, qui gagne enseignement sociologique
qui est couplé avec un enseignement anthropologique quelque part. Parce que les malins, là, quand on arrive, les on avait été étudiant sciences humaines, c'est Madame Suze Mathieu, dans le cadre d'anthropologie haïtienne, qui est toujours mené. Et Dr. Suze Mathieu, c'est sciences humaines. Après ça, tout l'autre entité EH, école normale, faculté linguistique, ils ont rejoindre nous dans l'étude et puis chaque a développé aspect. Très bien. Donc, très rapidement, la question de la falsification de l'histoire. Le monde occidental, l'Europe en particulier, ils chita dans le laboratoire, ils vraiment détruit toute vérité qui était dans l'histoire mondiale, côté de sortie, qui évolution, etc., etc. Qui Jean Job capable d'aider que d'autres mythes surviennent, puisque on va faire un monde sans des mythes. Et des mythes fondateurs. Des mythes fondateurs, c'est-à-dire que vous allez dans fin fond causer pour porter le bail peuple. Donc on est qui ça l'église. Hein? Qui ça l'église en général, que le catholique ou bien protestant ou bien l'autre c'est que yo fait pour yo fort pas comprendre le monde qu'on y a sur le plan scientifique, biologique, sciences naturelles, hein, sciences humaines, etc., etc., c'est social. Donc, qui perspective avec Job pour nous vivre dans un monde côté mon après aller vers la connaissance au lieu de nous faire l'ignorance tourner en science. Et on a fini avec dernière question. Je pense, alors, premier bagage pour nous dire, il faut dire que le concept de falsification de l'histoire, c'est un concept que chaque Diop lui-même vient avec. Même gens que Diop vient avec, on reconnaît que c'est le concept de l'aliénation culturelle qu'on voit dans la nation et culture à la page 14. Sa falsification de l'histoire, c'est le fait que volontairement, consciemment, il y a des gens qui décident de déformer des données historiques à des fins idéologiques. Il y a ça, la falsification, parce que falsifier, c'est transformer en faux. Falsifier, falsification, c'est des mots qui sont même et mots de famille que faux, etc. Donc, un champ sémantique. Champ lexical, champ sémantique. C'est nouveau. Donc, comment Job a contribué à ça? Comment nous comprenons ça? C'est justement toute l'importance de l'afrocentricité. Par exemple, l'afrocentricité, j'ai accusé nous de racisme idéologique. Ce n'est pas ni racisme, ni idéologie liée. Ils sont réhabilitation de la vérité historique. Très bien. Donc, nous avons fait ça à partir de Dieu parce que ni à partir de filmer et à partir de Price Mostou. Oui, ainsi voilà. Belle contribution. Une belle contribution avec l'indigénisme. C'est là montrer que sérieux enseigner nous, il y a une forme d'enseignement que nous recevons qui n'est pas vrai. Qui est aliéné. Qui est aliéné nous, c'est-à-dire étymologiquement. Qui fait répéter bagaille autre. Qui rend nous autres. Par exemple, nous ne sommes pas original. Alors, c'est papa qui dit ça. Il dit, depuis nous te prenons blanc français pour faire formation après les 1860, avec les concordats. Ça veut dire que nous ne sommes pas original. Même Job dit le tout. Il dit, depuis c'est l'autre monde, nous prenons faire formation, nous. Eh bien, nous ne sommes pas tout bon, nous ne sommes pas monde original. Mais bien sûr, par exemple, l'on prend la croix. Ce n'est pas pour rien mettre on croit dans on ne va pas attirer attention. C'est pas pour rien. Ouais, quoi ça? C'est pas quoi catholique. Quoi ça? Il y aurait encre. A-N-K-H. C'est quoi primordial là? C'est quoi divine là? Première forme de quoi? C'est en Égypte que ça. Exactement. Première forme de quoi qui fait apparition dans l'histoire de la spiritualité mondiale, c'est la croix égyptienne, c'est la croix africaine. Et c'est pour crucifix que lié. C'est pour crucifix lié. Jésus va mourir pour l'Égypte. Pardon? Jésus va mourir pour l'Égypte. Jésus va mourir pour l'Égypte. Et puis, ce qu'on y a là, on veut me faire des autres, et m'a fait des autres, ça avec plaisir. L'on prend histoire Jésus, c'est une pâle copie de cosmogonie égyptienne. Soit on compare avec Osiris, soit on compare avec Horus. Et son bail me dit dans l'intervention dans le café philo. Jésus mourit ressuscité, Osiris mourit ressuscité. Jésus a gagné 12 disciples, Osiris a gagné 12 disciples. Dans certaines versions, c'est Horus. Jésus ressuscité meilleurs amis Lazare, Osiris ressuscité meilleurs amis Lazare. Quant à l'originalité, il n'existe nulle part. Nous connaissons que la Bible, c'est un super livre de gros plagiariés. L'on prend par exemple le déluge de Noé,
Si on prend Genèse 5 à 9, même son position mythologie générale, deuxième année ethnologie qui a parlé là, on compare à chapitre 20 de l'épopée de Gilgamesh, il a copié le mot à mot. Très bien. Non, c'est vraiment du plagiat. Il a copié le mot à mot. Donc, et on dit que l'Israël a plus d'histoire que ça. C'est qui ça? Jean-Théophile Bengadil, les Égyptiens ont bataillé, excusez-moi, les Égyptiens ont construit pyramide en Égypte. Je parlais de ça avec ton rabbin, pendant que l'université Laval. Le premier des Hébreux, en l'occurrence Abraham, n'existe même pas, il n'est même pas encore né. Comment voulait on monde participer dans la construction de bagaille alors que le pot qu'on fait? Si on a dit on fait caille avec papa alors que le pot qu'on fait à partir de 1945. Voilà. Mon dernier exemple, pour montrer nous comment l'histoire a falsifié, il a crasé, deux derniers exemples, il a crasé toute une statue en Égypte qui était montré aspect négoïde de l'Égyptien. Ou regardez bien dans le film documentaire, avec un film de manière générale. Le fait que nous crasé. Et on fait nous ça nous fait de bibliothèque d'Alexandrie. Que Boulé, c'est Romain qui commence à bouler et puis Arabe a boulé le 7e siècle après Jésus-Christ. Même dernier exemple, on va faire un bail. On dit qu'on va finir et puis on va faire développer. Alors, dernier exemple, c'est que nous fait nous comprendre nous sommes race maudite. Et nous sommes là pour nous servir race blanche à partir de la malédiction de Cam. Or, c'est bien l'Église enseigne nous. Parce que d'ailleurs, c'est nous qui pas doué sous dans fait vagabondage pour nous pas taler tout tourner, c'est couvrir vagabond. Et puis monsieur levé, monsieur fâché, il pas de vidéo méditer et puis maudit mon au hasard. C'est lui qui faut pas doué commettre vagabondage un vagabond. Bref, alors pour revenir à ce que nous disons. Non mais c'est une histoire paradoxale. Bref. Alors, on va dire, l'on prend la malédiction de Cam. Un historien avec un égyptologue qui est Jean-Philippe Omontoudé et qui est contexte qui est en ligne, nous avons retrouvé, c'est la malédiction de Cam et l'escroquerie spirituelle de l'Église catholique. Nous sommes montrés par A plus B au carré que la malédiction de Cam, son mythe, c'est un porte dans la Bible, son un texte raciste que l'Église au Moyen-Âge fait des scribes inventés parce qu'on connaît Pita, il peut servir à supporter la colonisation de l'esclavage. Même dans les manuscrits originaux et saignés, la malédiction de Cam n'existe pas. Voilà. Professeur Emmanuel Stéphane Laurent dit l'homme, c'est vraiment un monde qui est versé dans les études égyptologiques, africanologiques, qui se disciple au monde en ténor firmé, se disciple tout des théories de Cheikh Anta Diop, qui t'a parlé avec nous là, qui lui-même vient parler nous de Cheikh Anta Diop, puisque nous, dans le mois d'avril, 4 avril de chaque année, aux États-Unis, ils ont commémoré le jour de Cheikh Anta Diop, parce que ils croient que pour l'université, il faut qu'on arrive dans un moment où on prend chaque contre-vérité qui était dit dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité, ou opposer avec la vérité historique. Et c'est peut-être ça que nous avons fait émission ça pour nous présenter Cheikh Anta Diop et pour nous présenter disciple Sahara qui est en Haïti. C'est un savant qui a étudié, qui est professeur à l'Université d'État d'Haïti. Nous te présentons Emmanuel Stéphane Laurent, professeur Laurent. L'homme, c'est avec plaisir de recevoir dans l'émission. Mabzo Optep et Ouem Messoud. Optep en égyptien qui veut dire salut, bonjour, bonsoir, au revoir. Et Ouem Messoud qui veut dire renaissance africaine. Voilà, l'Afrique, c'est l'avenir du monde, puisque l'été, le passé, c'est le présent, et demain, c'est encore l'Afrique. Nous avons tourné sur ça, puisque nous avons émission analyse ça, nous avons pour nous rencontrer tout le monde dans le pays qui a une parole pour parler, et l'homme qui parle parole, l'Afrique, la parole, l'humanité profonde que nous-mêmes, nous représentons. Bye bye tout le monde. On a l'autre émission analyse pour d'autres analyses. C'est pour la semaine prochaine. Au revoir.